Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen, chef de la délégation France Insoumise au Parlement européen. Vous étiez hier dans les rues de Paris dans la mobilisation massive, presque historique on pourrait dire. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, on va y revenir, mais d'abord, désormais quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. C'était Sarkozy en 2009. Ils ont été beaucoup critiqués les syndicats depuis, y compris d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Comment vous expliquez ce retour en force des organisations syndicales? D'abord parce qu'il y a un sujet, le sujet des retraites, qui est, je pense, un sujet qui est toujours un sujet d'émotion dans notre pays, et c'est une bonne chose, ça déclenche toujours des mobilisations importantes. Deuxièmement, je pense parce qu'ils ont, pour cette fois-ci en tout cas, choisi une stratégie qui me paraît rentrer en résonance avec les aspirations populaires, donc je trouve que c'est une bonne chose. Et puis peut-être que le mouvement des Gilets jaunes, s'il les a un peu percutés, parce qu'il a un peu contourné les cadres syndicaux, peut-être aussi qu'il a contribué à, j'ai envie de dire, créer une vivification, un nouveau climat de mobilisation sociale, de confrontation. Et je trouve que c'est une bonne chose que les syndicats s'en soient emparés. Donc moi j'en suis très heureux. Je pense que la mobilisation d'hier effectivement était très importante et c'est une bonne chose pour la suite. Mobilisation d'hier plus massive qu'en 95. En 95, le gouvernement avait reculé parce que les mobilisations dépassaient largement le cadre de la seule contestation de la réforme de l'assurance et de la sécurité sociale. Pardon, Chirac avait trahi sa promesse. Quelle promesse trahit Emmanuel Macron aujourd'hui? Sans doute l'idée que grâce à lui, les gens allaient vivre mieux, qu'il allait rompre avec un certain nombre de codes, j'ai envie de dire. Je pense que le président de la République est toujours dans cette forme d'arrogance. Et finalement, le dossier des retraites est assez symbolique de sa politique de manière générale. C'est pour ça que bien sûr que les gens qui étaient dans la rue, ils le sont d'abord par le point d'entrée de la mobilisation des retraites. Mais en fait, cette mobilisation, elle dépasse cette simple question. Parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'après avoir travaillé très dur toute leur vie, faire partie des salariés qui sont parmi les plus productifs du monde, normalement quand on arrive au bout de sa carrière professionnelle, on a le droit de profiter d'un petit peu de moments de répit, de profiter de la vie un peu, du temps avec les petits-enfants, etc. Et en fait on va leur demander encore toujours plus. Et dans le même temps, il y a les régimes spéciaux dont on parle jamais, c'est les retraites chapeau, c'est plus d'1 million d'euros par an pour un certain nombre de grands dirigeants d'entreprises. Et il y a une forme d'inégalité dans cette réforme qui est le marqueur de la politique d'Emmanuel Macron. Et je pense que l'histoire du président des riches lui colle quand même à la peau comme un sparadrap. Et à leur manière, en participant à cette mobilisation, je pense que les gens, c'est l'opposition à cette idée-là de la société qu'ils expriment. Vous appelez à une nouvelle journée de mobilisation demain, les Gilets jaunes aussi. Aujourd'hui, on a appris que les organisations syndicales s'étaient mises d'accord pour une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. C'est compatible? Est-ce que vous ne craignez pas justement une déperdition des forces à travers toutes ces mobilisations? Non, je crois pas. Je crois d'abord, ce qui est important, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y avait du monde, mais aussi que ça s'était adossé à une grève qui a été une grève largement suivie. Et on attend et on voit les résultats qui tombent au fur et à mesure, mais on sent qu'il y a plutôt une tendance au fait de reconduire la grève. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et quand on reconduit la grève, c'est normal qu'on essaye de l'adosser à des moments de mobilisation populaire. Et nous, ce qu'on avait dit, c'est qu'après la mobilisation du jeudi, c'était bien qu'il y ait aussi une mobilisation au week-end, parce que tout le monde ne peut pas forcément faire la grève, parce que même ceux qui font la grève ne peuvent pas forcément se déplacer en manifestation en semaine, parce qu'il y a des contraintes familiales par exemple. Et donc c'était utile que ça soit adossé à une mobilisation le week-end, d'autant plus que ça correspondait à une date de mobilisation des Gilets jaunes et que donc c'était intéressant de travailler pour faire cette jonction. Mais je ne pense pas que ça soit contradictoire avec le fait d'avoir, après la manifestation d'hier, une manifestation samedi et une manifestation mardi. Je pense au contraire que tout ça, si on y parvient en tout cas, devrait contribuer à renforcer encore la mobilisation. C'est quoi l'enjeu là tout de suite maintenant? C'est la grève générale illimitée, c'est remettre tout le monde autour de la table de négociation pour de vraies négociations, retirer la réforme, proposer un référendum, c'est quoi l'enjeu? Moi je crois que l'enjeu c'est d'obtenir le retrait de ce projet de loi, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas pouvoir discuter d'améliorer certains points dans le régime des retraites actuel. Mais ce que propose le gouvernement, c'est pas ça, c'est de passer à un régime de retraite par points. Et tout le monde a bien compris, parce que les gens sont intelligents, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire des fois, que si on se met à calculer le montant de la pension de retraite sur l'ensemble de la carrière professionnelle et plus sur les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois, comme c'est le cas dans la fonction publique, nécessairement ça va se traduire par une baisse des pensions. Et les gens ils regardent, ils sont curieux, ils voient que un pays dans lequel a été mis en place le système de retraite par points, c'est la Suède, que 90% des Suédoises ont vu leur pension baisser, 70% des Suédois, qu'il y a 15% de retraités pauvres en Suède alors qu'il n'y en a que 7,5%, ce qui est déjà trop.
dans notre pays. Et donc les gens, ils ont bien compris, à mon avis en tout cas, que l'opposition qu'ils expriment, c'est une opposition à ce principe-là de la retraite par points. Et dire ça, ça ne veut pas dire être, contrairement à ce qu'on nous dit, dans le camp du statu quo et de ceux qui veulent rien changer. On peut améliorer le système de retraite actuel, mais les pistes du gouvernement ne vont pas l'améliorer, elles vont le détériorer. Et je crois que c'est pour ça que les gens se mobilisent. Hier, on recevait le patron de la CGT cheminot et il nous disait « Nous avons des revendications, mais nous ne sommes pas destinés à prendre le pouvoir. En gros, c'est aux politiques de se saisir de nos propositions. Si vous prenez le pouvoir demain, vous faites quoi sur les retraites ?» La France Insoumise, elle est assez claire sur le sujet. Elle dit depuis plusieurs années d'ailleurs que on considère que le projet de la retraite doit être assez simple. On parle de régime universel, nous c'est assez simple ce qu'on propose. C'est 60 ans à taux plein pour l'ensemble des retraités. Alors souvent on nous dit oui d'accord, mais comment vous financez ça? Eh ben, il y a des marges de manœuvre financières. Par exemple, c'est une démonstration qu'on avait faite, si vous mettez les salaires des femmes par la loi au même niveau que les salaires des hommes, vous générez suffisamment de marge de manœuvre supplémentaire pour financer cette retraite à 60 ans à taux plein. On nous dit oui, mais regardez, l'espérance de vie a augmenté. C'est vrai, elle a augmenté. C'est d'ailleurs de moins en moins vrai parce que ces dernières années, elle a plutôt stagné. Et l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, en moyenne, est à 63 ans et demi. Ce qui quand même fait réfléchir quand ils veulent amener l'âge pivot à 64 ans, demain à 66 ou 67 ans. Mais en même temps que l'espérance de vie a augmenté, on ne dit jamais que la productivité du travail, elle a augmenté aussi. Et qu'un salarié aujourd'hui, il produit autant de richesse que 3 salariés dans les années 70. Et donc, en réalité, pour produire la même quantité de richesse, il faut travailler 3 fois moins longtemps. C'est mathématique, c'est assez simple. Et la question qui est posée, c'est à qui profitent ces gains de productivité? Nous, on considère que ces gains de productivité, ils doivent profiter aux salariés et que donc on peut travailler moins, mieux, et moins, ça veut dire moins dans l'année, moins dans la semaine, et puis moins dans la vie, et c'est la retraite à 60 ans à taux plein. Voilà, c'est finançable, il ne faut pas avoir peur de le dire et d'en faire les démonstrations concrètes. Quelques jours avant le début de la mobilisation d'hier, le 5 décembre, Jean-Luc Mélenchon a parlé de gouvernement d'urgence sociale et écologique et tendu la main à Yannick Jadot. C'est votre réponse politique à ce qui se passe en ce moment? C'est ça l'alternative à Macron et Le Pen? Peut-être pas la seule, mais en tout cas, il y a des questions qui ont émergé encore davantage qu'avant dans le paysage politique actuel, et notamment la question de l'urgence écologique, où il y a quand même une prise de conscience qui avance. Vous savez, la semaine dernière, le Parlement européen, il y a 2 semaines, a voté l'état d'urgence climatique et environnementale. Alors c'est symbolique, mais que le Parlement européen, qui est quand même une instance plutôt conservatrice, vote ce type d'état d'urgence montre que cette question-là avance. Et donc la question écologique, ça peut plus être un à côté des programmes politiques. Et de la même manière, on voit bien qu'avec la réforme des retraites, la question sociale en revient à l'ordre du jour. Et on a vu dans la mobilisation des Gilets jaunes que ces questions-là, finalement, à la fin, elles débouchaient sur des revendications démocratiques. Et donc autour de ce triptyque-là, urgence sociale, écologique, démocratique, je pense qu'il peut y avoir une alternative. En tout cas, il faut faire le maximum pour essayer de déverrouiller les taux dans lesquels on est en train d'essayer de nous enfermer, qui serait finalement un second tour de la prochaine élection présidentielle écrit par avance, où Marine Le Pen serait la seule opposante à Emmanuel Macron. Donc on essaye, modestement, de faire des propositions pour essayer de déverrouiller cet étau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme le ministre Gabriel Attal, ce matin sur France Info, dénoncent les propos de Jean-Luc Mélenchon sur Marine Le Pen? Je rappelle ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. Il s'est félicité que Marine Le Pen appelle les gens à manifester hier dans les rues de Paris. Il a parlé de progrès en direction de l'humanisme. Attal parle déjà d'une alliance rouge-brun. Qu'est-ce que vous dites? Plusieurs choses. D'abord, franchement qu'il est très mal placé pour dire ça. Je vous rappelle quand même que le premier qui a salué la loi Asile et Immigration en France, c'était Salvini, qui, sauf erreur de ma part, n'est pas membre de la France Insoumise et parade plutôt dans des meetings communs avec Madame Le Pen. Donc, en termes de convergence sur des propositions politiques, je pense que malheureusement l'axe n'est pas là où essaye de le montrer Monsieur Attal. Pour le reste, les propos de Jean-Luc Mélenchon, si tout le monde les écoute de manière un peu raisonnables et sans dans les coupures qui sont celles des médias, sont des propos ironiques qui disent à Madame Le Pen, alors qu'il y a 2 ans, vous disiez que les manifestants contre la loi El Khomri étaient des émeutiers et que votre directeur de campagne traitait les syndicalistes de gréviculteurs. Aujourd'hui, vous appelez à participer à cette manifestation. Donc, manifestement, vous êtes un peu opportuniste. Et puis, c'est une bonne nouvelle si Madame Le Pen, maintenant, considère que les salariés, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, finalement, ont un intérêt commun. Voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Je pense que tout le monde a compris l'ironie, à part les quelques journalistes qui essayent de monter une polémique sur le sujet, ou les quelques membres du gouvernement qui essayent de disqualifier l'opposition populaire. Bref, franchement, c'est un non-événement, ils n'y parviendront pas. L'important, c'est que les gens soient dans la rue. Après, moi, j'esquive pas la question sur le fait qu'il peut y avoir des gens qui ont voté une fois pour Madame Le Pen, et bien sûr qu'il faut s'adresser à eux, parce que nous, on a intérêt qu'au lieu de se polariser sur la question des boucs émissaires qu'on essaye de leur mettre devant les yeux, comprennent que leur intérêt, c'est de défendre leurs droits avec l'ensemble des autres salariés. Et donc à eux, il faut s'adresser et leur dire « vous êtes les bienvenus dans cette manifestation ».
Hier, 3 journalistes bien connus des services de police ont été blessés par les forces de l'ordre. Visiblement, d'autres journalistes, notamment de BFM, ont été blessés hier par des balles de désencerclement. On ne s'en étonne même plus, pardon, je vais y arriver. Ça vous met en colère, je suppose, évidemment. Mais comment vous expliquez cette indifférence aujourd'hui? C'est la presse qu'on attaque, la liberté de la presse qui est menacée? Et je ne l'explique pas, je pense qu'on est tombé dans une spirale d'un durcissement des réponses aux libertés constitutionnelles de manifester qui est très inquiétant. Et le préfet l'allemand, dont tout le monde salue soi-disant la grande fermeté, honnêtement est un danger. Et il ne comprend pas la différence qu'il y a entre le maintien de l'ordre et la guerre civile. Il n'est pas là pour s'en prendre aux manifestants, leur dire « je suis pas dans votre camp, madame », il est là pour faire en sorte que tout le monde puisse exercer ses droits, et en particulier les droits constitutionnels qui sont ceux d'avoir le droit de manifester. Et donc il s'en prend à tout le monde de manière indifférente, il donne des ordres qui sont d'une brutalité totale, et ça se traduit par des policiers que j'accable pas, mais qui en fait en réalité appliquent les ordres de la hiérarchie et qui font les choses sans aucun discernement. Et donc honnêtement, que ce soit un manifestant, un journaliste, un jeune, un enfant, manifestement, ils font assez peu de différence. Moi, je trouve ça très inquiétant pour la suite. Je pense que s'il y a une dizaine d'années, on avait eu ce type de débordement, ils auraient été dénoncés par l'ensemble de la classe politique. Et non, Monsieur Attal préfère essayer de construire des polémiques sur des propos coupés de Jean-Luc Mélenchon plutôt que de dénoncer ça. Donc le gouvernement devrait réagir, parce que c'est pas une petite question, le fait qu'on puisse exercer la liberté de la presse dans notre pays. J'ai une dernière question, Manuel Bompard. Avec cette mobilisation, il y a un événement qu'on a assez peu évoqué, qui est quand même le fait que la pétition pour un référendum sur l'aéroport de Paris a dépassé le 1 million de signataires. Ça va donner quoi la suite de cette mobilisation? Vous allez continuer à mobiliser, à continuer à obtenir la signature? Il faut obtenir plus de 4 millions de signatures, on en est encore un peu loin. Bien sûr, l'objectif il est compliqué, mais c'est une bonne nouvelle qu'on ait dépassé ce cap des 1 million. Bien sûr qu'il faut continuer à se mobiliser, mais je vous rappelle qu'après le grand débat national, Emmanuel Macron avait dit « Je vais proposer de descendre le nombre de signataires nécessaires pour le référendum d'initiative partagée à 1 million. » Donc maintenant on est à 1 million, donc j'ai envie de dire la balle est dans son camp. Est-ce que oui ou non il va respecter la promesse qui est la sienne? Il ne peut pas se réfugier derrière le fait que pour l'instant la procédure législative n'a pas encore modifié la Constitution. Il a pris cet engagement publiquement, on est à 1 million, qui donne droit à ce référendum pour que les Françaises et les Français puissent se prononcer. C'est une bataille difficile qui souffre d'une invisibilisation massive, notamment dans les grands médias, du gouvernement qui a mis tous les bâtons dans les roues possibles, notamment sur l'utilisation de ce site internet. Malgré tout, il y a une mobilisation populaire importante. 1 million, c'est déjà bien, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. Et plus on sera, et plus on augmentera le rapport de force sur le pouvoir en lui disant « Vous aviez promis 1 million, donc maintenant, allez, on fait ce référendum ». Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci à vous.